J'ai enfin pu le tester un mois après son achat, je parle bien sûr du Canon EOS R6. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Nico et aujourd'hui je te dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur ce boîtier, mais d'abord, intro. À l'heure où tu regardes cette vidéo, ça fait environ un mois que j'ai ce boîtier, mais je pouvais pas vraiment m'en servir au début parce qu'il me manquait la bague d'adaptation que je n'avais pas et j'ai fait la demande auprès de Canon pour pouvoir l'avoir. En fait, cette bague d'adaptation venait avec l'achat du boîtier, elle était gratuite. J'ai donc fait la demande auprès de Canon et après la validation de ma demande, du coup, j'ai contacté l'équipe qui était en charge de l'envoi et m'ont dit qu'il y avait 45 jours d'attente pour pouvoir la recevoir chez moi. Je voulais pas attendre 45 jours et j'avais vraiment besoin de me servir de ce boîtier pour une presta, donc j'ai donc acheté un objectif compatible avec cette monture là et j'ai pu tester justement ce boîtier que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors on va commencer sans plus tarder cette vidéo, je te présente donc le Canon EOS R6 qui est le petit frère du EOS R5 qui sont tous les deux sortis en même temps fin août 2020. Il s'agit de la deuxième génération de boîtiers hybrides plein format chez Canon qui se met clairement à la page vis-à-vis de tous leurs concurrents Sony, Panasonic, Nikon et qui propose non pas un mais deux boîtiers en cette année 2020. En ce qui concerne le Canon EOS R6, il mesure 13,7 cm en longueur, 10,2 cm de hauteur et 7 cm de large sur la partie pour un poids total de 890 grammes. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment très agréable, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet dans les mains, la partie grip est vraiment très agréable au toucher et ça a l'air vraiment solide et robuste. Concernant les boutons maintenant, moi qui viens du Canon 750D qui me filme actuellement, je note pas trop de différence, je suis habitué à la marque et le placement des boutons. Je remarque quand même quelques différences, bien entendu, c'est pas le même modèle et c'est pas le même type de boîtier bien sûr. Il y a juste le bouton on-off qui est placé sur la partie gauche du boîtier et le bouton enregistrer qui est sur le haut, contrairement au 750D où l'allumage se fait au niveau des modes. Donc je vais pas m'amuser à comparer ces deux boîtiers qui n'ont strictement rien à voir, mais c'est juste une première impression pour savoir comment on allume et où on change les modes et comment on enregistre la vidéo. C'est juste à titre de comparaison avec ce que je connais déjà. Donc en ce qui concerne les boutons, on va retrouver donc le on-off sur la gauche. Juste en dessous, on va avoir le menu Rate qui va permettre de classer les photos prises selon notre ordre de préférence. Ici, nous avons le bouton Menu, c'est là qu'on va pouvoir venir régler tout un tas de paramètres, on y reviendra plus tard. À côté, on va retrouver le viseur qui est un viseur OLED électronique de 3,69 millions de points et dans lequel on peut retrouver toutes les informations dont on peut avoir besoin. Et il y a un petit capteur sous le viseur qui repère la température corporelle lorsqu'on s'approche, du coup ça l'active et ça désactive la visée par l'écran. Donc je trouve cette fonctionnalité vraiment cool. Petite chose à noter par contre, elle se désactive lorsque l'écran est incliné. Alors ensuite on va retrouver le joystick qui est vraiment très utile pour se déplacer dans le menu de manière rapide et il y a aussi un bouton central. À côté nous avons le bouton d'autofocus et en dessous on retrouve le zoom pour zoomer dans l'image. Perso je trouve pas ce bouton très utile parce que vu que l'écran est tactile, moi je préfère zoomer et dézoomer au doigt. C'est beaucoup plus intuitif et facile plutôt que d'utiliser le zoom, on peut pas vraiment se déplacer et on peut pas modifier la taille du zoom. Ensuite, nous retrouvons la touche Info et la touche de contrôle rapide ici. Grâce à la touche Info qui se trouve ici, on va pouvoir changer les modes d'affichage lors de notre enregistrement. Et juste à côté, la touche Q dans le petit carré, là, c'est la touche de contrôle rapide. C'est cette touche-là qui va nous permettre de pouvoir changer toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur la touche Info. Juste en dessous de ces deux touches, nous avons la roue de sélection avec la touche 7 au milieu. Et enfin, tout en bas, nous avons les deux boutons de lecture et de suppression. Tout en haut à droite, toujours sur la partie arrière de notre boîtier, on retrouve la touche de mémorisation d'exposition et la touche de sélection de collimateur d'autofocus. On passe maintenant à la partie supérieure du boîtier et on retrouve la molette de sélection des modes qui comporte 11 modes différents. Ici et ici, nous avons deux molettes de modification de paramètres, le bouton verrouillage. Ici, nous avons le bouton d'enregistrement vidéo, le déclencheur est ici et là, nous avons la touche multifonction. On va voir ce qui se trouve maintenant sur les côtés. Alors sur la droite, nous avons un slot pour carte SD dans lequel on va pouvoir intégrer non pas une mais deux cartes SD, donc ce qui est vraiment pratique si on veut faire du backup ou si on veut enregistrer les photos sur une carte SD et les vidéos sur une autre. Moi j'ai réglé de manière à ce que ça enregistre en doublon à chaque fois, quitte à supprimer les fichiers plus tard, quitte à les conserver, vous en faites ce que vous voulez. Donc cette fonctionnalité est vraiment très pratique. Sur la partie gauche du boîtier maintenant, nous allons retrouver une prise micro, une prise casque, une prise pour brancher une télécommande ou un intervallomètre, une prise USB-C ainsi qu'une prise HDMI. Voici en gros comment est présenté ce boîtier sur son aspect physique. Maintenant on va s'intéresser à ce qu'il est capable de faire en termes de caractéristiques et on va sortir un peu pour pouvoir tester tout ça. Alors il possède un capteur plein format de 20 millions de pixels, il peut monter jusqu'à 102 400 ISO, ce qui est très impressionnant. J'ai cependant quelques réserves sur ça, on reviendra plus tard dans la vidéo.
Au niveau des caractéristiques photo, il possède une stabilisation du capteur qui permet de baisser à fond la vitesse d'obturation et de pouvoir toujours faire des shots à main levée. Canon a mis ça en avant sur leur site, on va tester ça en conditions réelles et je ferai mon retour un peu plus tard. Au niveau de la prise de vue en rafale, on peut aller jusqu'à 20 images secondes avec l'obturateur électronique et jusqu'à 12 images secondes avec l'obturateur mécanique. J'ai pu tester les 20 images secondes, c'est très impressionnant, surtout avec l'autofocus dual pixel, qui est aussi une fonction que Canon a mis en avant. Ils ont amélioré leur autofocus et je trouve qu'il est tout simplement bluffant. Je te montrerai ça dans les tests tout à l'heure. En ce qui concerne la vidéo maintenant, il est capable de filmer en 4K en 60, 30, 25 et 24 images par seconde selon si on est en PAL ou en NTSC. Il permet aussi de filmer en Full HD à 120, 100, 60, 50, 25 et 24 images par seconde, pareil selon si on est en PAL ou en NTSC. Le tout avec un échantillonnage de couleurs en 420 8 bits ou 422 10 bits avec le profil de couleur Canon Log 1 et il possède aussi le HDR PQ qui est une nouvelle fonctionnalité mise en avant sur ses boîtiers Canon EOS R6 et R5. Et comme en photo, le mode vidéo possède un mode de stabilisation intégré en utilisant la stabilisation électronique du capteur. C'est valable aussi bien en 4K qu'en Full HD, mais attention, il y a un petit crop sur l'image, ça fera justement aussi partie des choses à tester. Bon, désolé par avance pour le grain sur la vidéo, je suis en extérieur et il fait nuit, je suis juste à côté de chez moi. Et du coup je m'apprête à tester cet appareil photo en nuit. Alors il fait pas totalement nuit parce qu'il y a l'éclairage de la ville qui est présent. Mais je vais quand même tester la montée en ISO pour voir de quoi il est capable. Donc là je suis à 1/50e, à f1.8 et à ISO 1600. Bon alors du coup je constate sur cette photo qu'il y a un léger flou de bouger parce que j'étais à 1/50e sur mon shutter. Mais par contre la photo est vraiment super nette, je peux zoomer dessus sans problème, on voit pas le grain. Donc on continue. Donc du coup je peux me permettre d'augmenter ma vitesse d'obturation, je vais mettre à 1 centième et je vais augmenter du coup l'ISO, je vais mettre à 3200 cette fois. Donc cette photo est beaucoup plus nette, on voit vraiment les détails vu que je suis à 1 centième, il y a moins de flou de bouger du coup. Et la montée en ISO est vraiment super nette aussi, on voit vraiment pas de grain même si on zoome à fond dans l'image. Je pense que j'avais pas mal de marge de manœuvre si j'augmente mon shutter speed, donc je vais y aller à fond et puis je vais augmenter l'ISO aussi pour voir jusqu'à où je peux faire des photos assez potables sans que ça graine. Et je ferai mon retour un peu après. Sur cette photo je suis à 1/500e, f1.8 et ISO 12800 avec mon objectif RF 35 mm f1.8 en focale fixe. Je sais j'ai pas besoin de monter aussi rapide en vitesse d'obturation, mais c'est vraiment pour faire la montée en ISO, voir jusqu'à où ça peut aller. Sur cette photo là, il y a un petit peu de grain, très léger. Je pense que cette photo est encore tout à fait exploitable. Moi en tout cas je pourrais l'exploiter sans problème. Certes il y a l'éclairage de la nuit qui aide vachement aussi à apporter de la lumière, mais je pense que même sans l'éclairage de la nuit il n'y aurait pas de grain sur cette photo à 12800. Donc on continue les tests et sur cette photo je suis à 25600 ISO et là on peut voir apparaître un peu de grain sur l'image autour des zones très lumineuses et aussi dans les zones d'ombre, mais je pense quand même qu'avec un petit peu de post-traitement, atténuation des grains, tout ça, ça reste quand même toujours exploitable. Le but c'est pas de zoomer à fond sur l'image, c'est vraiment de la regarder dans son ensemble, donc je pense que celle-là est encore toujours exploitable. Donc on continue les tests. Là je suis à 51 200 ISO, on voit vraiment à l'œil nu sans zoomer dans l'image apparaître le grain, aussi bien dans les zones de forte luminosité que dans les zones d'ombre. Donc là on commence vraiment à avoir une photo très ravagée et pour moi inexploitable, même sans zoomer dessus quoi. Et enfin on termine avec la pire de toutes, la photo à 102 400 ISO. Voilà, je suis resté toujours avec mon shutter à 1/500e, j'aurais pu l'augmenter un petit peu pour gagner un petit peu en netteté. Je voyais pas trop l'intérêt, je savais que la montée en ISO était pas ouf, donc à 102 400 ISO, voilà ce que ça donne une photo dans un environnement très sombre. Je dis très sombre, il y a quand même les lumières de la ville qui éclairent, mais le ciel est noir de chez noir, il est pas éclairé et on voit quand même le grain apparaître partout sur l'image, même dans les zones qui sont censées être le plus nettes possible. Donc c'est bien d'afficher des specs comme ça, de monter en ISO, mais si la photo est pas exploitable derrière, je vois pas à quoi ça sert au final. Donc ça confirme un petit peu les craintes que j'avais en début de vidéo. On passe maintenant au test de l'autofocus en photo. Il faut savoir que ce boîtier comporte la fonctionnalité de détection des animaux. Donc j'ai testé sur mon chat et je te fais défiler une série de photos que tu vois à l'écran maintenant. J'ai réglé la détection en mode animaux du coup et la vitesse de focus au maximum. Et je me suis mis aussi en mode rafale, donc je peux shooter jusqu'à 20 images par seconde. Là je te montre plusieurs séries de photos et tu peux voir que l'autofocus détecte vraiment bien les yeux de l'animal. Il a un petit peu du mal parfois, notamment quand le sujet bouge très vite ou alors quand il perd les yeux. Et globalement, c'est très bon. Je n'ai pas encore pu le tester sur des humains en photo, mais par contre je l'ai fait en vidéo et ça tombe bien car on passe au test vidéo dès maintenant. Alors c'est le test que j'attendais le plus parce que ça correspond un peu plus à mon domaine. Et même si ce boîtier n'est pas parfait en vidéo, d'ailleurs
aucun boîtier ne l'est. Celui-ci correspond parfaitement à mon utilisation et je vais t'expliquer pourquoi. Alors justement, on parlait d'autofocus en photo, j'ai décidé de le tester justement en vidéo. J'ai placé mon appareil sur un trépied et je me suis avancé et éloigné de la caméra de manière plus ou moins rapide et aléatoire pour voir comment le focus agit. Sur ce plan, j'ai réglé l'autofocus en mode détection d'humain et avec la vitesse normale, donc je te montre les différents clips que j'ai pris. J'ai également testé l'autofocus réglé en mode détection d'animaux avec la rapidité normale cette fois-ci. C'est pas évident de garder en focus un chat qui bouge sans arrêt, mais bon, j'ai essayé du mieux que j'ai pu. Impressionné par cet autofocus, c'est l'une des raisons de mon achat et je tenais à voir le résultat par moi-même et franchement je suis vraiment pas déçu, bien joué Canon. Alors pour la série de tests suivants, on va parler de profil d'image. Il faut savoir que le R6 prend en charge le codec H265 en plus du H264, ce qui lui permet de filmer en profil d'image Canon Log 1 et qui permet du coup d'enregistrer en 10 bits 4:2. Alors pour ceux qui connaissent pas, pour faire simple, ça correspond à la tonalité des couleurs. En 8 bits, on est capable d'enregistrer 256 tons de couleurs différents. Donc 256 tons de rouge, 256 tons de bleu et 256 tons de vert. Si on multiplie tout ça, on arrive à 16 millions. Donc ça veut dire que le 8 bits est capable d'enregistrer 16 millions de tonalités de couleurs différentes. En 10 bits, on est capable d'enregistrer 1024 tonalités de couleurs. Donc 1024 tonalités de bleu, de rouge et de vert. Si on multiplie tout ça, on arrive à un peu plus d'1 milliard de tonalités de couleurs différentes. Ce qui fait que la différence entre le 8 bits et le 10 bits est vraiment impressionnante et on peut voir le résultat à l'œil nu. Je te mettrai des comparatifs tout à l'heure dans la vidéo. Pour ce qui est du 4:2, ça correspond au taux d'échantillonnage. Bon, je vais pas rentrer dans les détails vraiment très précisément parce que ça mériterait une vidéo entière dédiée sur le sujet, mais en gros, ce sont les données de chrominance et de luminance présentes sur un pixel. La valeur maximale d'échantillonnage pour un pixel est de 444. Ça veut dire qu'on va retrouver toutes les données de luminance et de chrominance sur un pixel. Tu comprends bien que si jamais toutes les données sont présentes, le fichier va être d'une taille considérable. Donc les ingénieurs sont obligés de dégrader un petit peu les pixels tout en gardant une qualité optimum, ce qui fait que les données en 4:2 sont divisées par 2 et les données en 4:0 sont divisées par 4 par rapport à la valeur maximale. Je te mets quoi qu'il arrive des liens dans la description si jamais tu veux t'intéresser un peu plus sur le sujet. Du coup, j'ai commencé à tester avec le profil d'image Canon Log 1 qui est l'unique profil flat disponible avec ce boîtier dans lequel on peut justement filmer en 4:2 10 bits. L'avantage de filmer en log, notamment dans des conditions de contraste très élevées, c'est que le boîtier va garder les zones les plus claires et les zones les plus sombres de l'image, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une image comportant des tonnes d'informations et ce qui va rendre le travail de colorimétrie beaucoup plus agréable et facile à faire. J'ai aussi testé le HDR PQ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le HDR ça veut dire High Dynamic Range ou plage dynamique élevée en français. Donc, en gros, lors de la prise de vue, la caméra va enregistrer plusieurs types de données, alors des données sous-exposées, surexposées et correctement exposées. Elle va fusionner ça en une seule image, ce qui fait qu'on va préserver tous les détails dans les zones d'ombre et les zones de forte luminosité. C'est comme pour les photos en HDR, c'est le même principe. Le mode HDR PQ sur le R6 va quant à lui utiliser un quantificateur perceptif de manière à ce que les images soient de la meilleure qualité possible lors du visionnage. Mais pour se rendre vraiment compte de cette qualité, il faut pouvoir lire ces fichiers sur un écran HDR qui possède la même fonctionnalité aussi, chose que moi je n'ai pas, mais j'ai quand même fait le test avec des images tournées en HDR PQ.
Ensuite, j'ai pu tester le mode slow motion qui est uniquement disponible en Full HD sur ce boîtier et qui permet de filmer à 100 images par seconde en PAL et 120 images par seconde en NTSC. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec un ralenti x4 ou x5. Alors il faut savoir que lorsqu'on filme avec ce mode slow motion, le son n'est pas enregistré avec le boîtier. J'espère que ça viendra avec une mise à jour prochaine. Je trouve cette fonctionnalité vraiment utile, même GoPro le fait, donc pourquoi pas ce boîtier là quoi. C'est vraiment pratique lorsqu'on veut faire des slow motion, le son c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à rajouter sur un boîtier, donc franchement pensez-y Canon si jamais il y en a un qui regarde cette vidéo, franchement ajoutez le son quoi, c'est pas grand chose. Donc lorsqu'on utilise ce mode et qu'on veut lire la vidéo, justement la vidéo est déjà en slow motion, donc ça veut dire que le travail est déjà mâché, on n'aura pas à la rendre en slow motion sur notre logiciel de montage, donc c'est bien d'un côté parce que ça peut faire gagner du temps en post-prod, mais d'un autre côté c'est que si jamais on veut faire du speed ramping, et bien on peut pas, on est obligé d'accélérer la vidéo pour pouvoir la ralentir ensuite, qui revient un petit peu au même que d'avoir une vidéo avec une cadence d'image élevée, filmée avec une vitesse normale. Donc je te mets un petit montage de vidéo capturée avec le mode slow motion. Comme beaucoup de boîtiers, le Canon EOS R6 possède le mode time-lapse. Il suffit juste de régler son intervalle, le nombre de photos qu'on souhaite prendre et on a l'indication en bas de la durée du time-lapse en fonction des paramètres qu'on a choisis, donc ça c'est cool. Si jamais on veut faire un time-lapse de 20 secondes, et ben on a juste à modifier les paramètres pour que le résultat final fasse 20 secondes, donc ça c'est vraiment top. On a le choix de paramétrer la luminosité en automatique ou par rapport à la première photo, ce qui est cool par exemple pour les couchers de soleil. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est activer l'arrêt de l'écran pendant que le time-lapse tourne. Et enfin, dernier test en vidéo que je voulais te partager, il s'agit de la stabilisation du capteur en mode vidéo. Alors il faut savoir que lorsque ce mode est activé, il va y avoir un léger crop au niveau du capteur sur l'image de l'ordre de x1,6. Donc par exemple lorsqu'on filme avec une focale de 35 mm comme tu vois à l'écran actuellement, on va avoir un résultat qui se rapproche un peu plus des 50 ou des 56 mm. Donc je te montre quelques exemples de plans avec et sans stabilisation pour que tu vois vraiment la différence entre les deux. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo qui a fait énormément de bruit lors de la sortie, plus pour le R5 que pour le R6 pour le coup, mais le R6 aussi. Et là tu commences un petit peu à savoir de quoi je veux parler si jamais tu as suivi les actualités au niveau de ce boîtier là. Il s'agit de la surchauffe. Alors j'ai fait les tests, je me suis mis en 4K 60 qui est la plus haute résolution disponible sur ce boîtier. Je me suis mis en profil d'image Canon Log avec le 422 10 bits, tout ça, enfin vraiment le truc qui explose la batterie, qui fait le truc surchauffé à fond. Alors j'ai lancé la vidéo et je te mets ici les tests à l'écran. Alors du coup le boîtier a commencé à surchauffer à 24 minutes et 20 secondes très précisément. Au bout de 27 minutes et 23 secondes il s'est éteint et comme tu peux le voir il y avait écrit surchauffe éteindre, donc du coup j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé d'éteindre le boîtier, mais j'ai quand même attendu 10-15 minutes que ça refroidisse un petit peu avant de le rallumer et là je pouvais à nouveau filmer. Il faut savoir que le fichier pesait 65 Go. Voilà, j'ai pas gardé ce fichier mais au moins tu as la preuve qu'il y a de la surchauffe sur le R6, mais c'est quand même pas quelque chose d'insurmontable. Ça me fait rire tous les gens qui sont tombés sur Canon, ouais ça surchauffe, bah ouais mais le R5 il propose quand même de la 8K, les autres le font pas.
Personne va filmer en 8K pendant 30 minutes. Il faut savoir que 1 minute déjà en 4K 60 images secondes, le fichier fait quasiment plus de 5 ou 6 gigas. Donc en 8K, j'imagine même pas la taille du truc. Perso, j'utiliserai jamais la 4K à 60 images secondes pendant plus de 30 minutes d'affilée. C'est vrai, j'en ai pas l'utilité. Tout simplement. Et même si jamais ça arrive, et ben, je prévois à l'avance de prendre un peu plus mon temps, je commence mon tournage un peu plus tôt, je prévois des pauses, j'informe la personne avec qui je travaille. Toujours les moyens de s'arranger en fait, donc je comprends pas vraiment les gens qui tombent sur Canon en disant ouais vous faites ça c'est bien, ah ouais mais en fait le fait que ça surchauffe c'est encore moins bien, donc en fait on va ressortir avec le négatif et le positif on va limite l'oublier en fait. Donc je comprends pas que le négatif soit tout le temps mis en avant en dépit du positif. Voilà pour les tests du Canon EOS R6, j'ai pas tout testé dans cette vidéo comme tu as pu le voir, mais ce boîtier propose plein d'autres choses que je te laisse découvrir si jamais tu as envie de te le procurer ou regarder les fiches techniques sur les différents sites internet. Je me suis pas attardé sur l'ergonomie, le menu, ce qui va bien, ce qui va pas. J'ai vraiment parlé de ce qui m'intéresse moi et mon ressenti en tant que photographe vidéaste. Je trouve ce boîtier vraiment très complet dans les deux cas de figure. Je viens d'un boîtier avec un capteur APS-C et là de passer en plein format, ça me change vraiment les choses. Sans doute me faire progresser aussi en photo et c'est ça que je recherche justement avec ce boîtier là. Mais ce que je vois aujourd'hui c'est que c'est un boîtier qui correspond parfaitement à mon utilisation, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais un boîtier polyvalent aussi bien en photo qu'en vidéo dans cette gamme de prix à peu près. Il faut savoir qu'il coûte 2700 € le boîtier nu. Il y a des boîtiers qui sont beaucoup plus chers ou dans cette même gamme de prix qui ne comportent pas les mêmes caractéristiques, du moins ça m'intéresse un peu moins. Et je me voyais mal changer de marque parce que changer de marque ça sous-entend changer tout son panel d'objectifs, ce qui est un coût supplémentaire très conséquent. Donc j'ai réfléchi très longtemps et puis je me suis dit quand le R6 a été annoncé, je vais attendre sa sortie et je vais l'acheter parce que j'ai envie de rester sur Canon. J'adore les couleurs qu'ils proposent et j'adore aussi la direction qu'ils prennent avec ces nouveaux objectifs RF qui sont des objectifs vraiment type plein format. Je suis sûr qu'à l'avenir d'autres marques que Canon type Sigma, Tamron, Samyang, tout ça vont proposer des objectifs avec une monture RF qui vont être moins chers que Canon, mais tout aussi performants. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce boîtier aussi. C'est pas seulement pour le boîtier, mais pour les objectifs que Canon et les autres marques annexes proposent. Et j'ai justement hâte de voir ce qu'ils vont sortir à l'avenir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à toi d'être resté jusqu'au bout si t'es encore là. Je ne demande pas souvent, mais mets un petit like à cette vidéo, ça l'aidera à être mieux référencé. YouTube adore ça et moi aussi du coup. Et ça me fera super plaisir parce que j'ai passé beaucoup de temps à la préparer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne également, en parler autour de toi, ça aidera la communauté un petit peu à s'agrandir. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, par exemple ce que tu penses de cette vidéo, ce que tu penses de ce boîtier, est-ce que tu l'achèterais si tu avais ce budget là, tout ça. Enfin, je te laisse en débattre dans les commentaires juste en bas et moi je te dis à la semaine prochaine à 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao.